Bonjour à toutes et à tous, donc je vous fais une vidéo pour remplacer les 2 heures de cette semaine, vidéo dans laquelle on va faire ce chapitre 1 là sur New York, un centre de la mondialisation. Donc ce que vous aviez eu à faire, donc normalement vous avez déjà noté dans votre cours les titres et vous avez déjà noté également ce que je mets là sur cette diapositive, c'est-à-dire la définition d'une métropole. Donc ça c'est une définition vraiment essentielle qu'il faut connaître en géographie, ville qui exerce son influence sur un territoire très étendu, national ou mondial. Et vous aviez les différents critères qui permettent de parler d'une métropole, et vous deviez appliquer ces différents critères au cas de New York. Donc dans le cas de New York, on est dans une métropole mondiale. C'est-à-dire que l'influence de New York, elle est sur un territoire qui est à l'échelle mondiale. C'est pour ça qu'on va parler de ville mondiale. Et donc ça, on va corriger l'activité dans cette première partie, que j'ai donc appelée New York une ville mondiale. Ça, c'est pour dire que, je me répète, hein, c'est une métropole mondiale. Parce que vous avez aussi des métropoles qui ont une influence beaucoup plus restreinte. Par exemple, en ce qui nous concerne, on aurait Reims, qui serait une métropole qui a une influence sur un territoire autour d'elle, mais même pas à l'échelle française, quoi. Ce serait régional comme métropole. Alors, vous aviez les différents critères à remplir. Je vais les prendre dans l'ordre. Tout d'abord, le poids démographique. Alors, en fait, vous avez été plusieurs à me dire, et c'est vrai, que la ville de New York compte 8 millions d'habitants. Le truc, c'est que la ville de New York, c'est ce que j'ai mis sur la carte à gauche, là. C'est toutes les zones qui sont en blanc, c'est-à-dire Manhattan, le Bronx, le Queens, Brooklyn et Staten Island. Mais en fait, en géographie, on ne prend pas en compte que la ville, on prend en compte ce qu'on appelle l'agglomération. Et en fait, je vous ai mis là une carte sur Google Maps pour que vous voyez, là, alors on voit pas hyper bien, mais vous voyez les zones qui sont ici, c'est celles qui correspondent à cette carte-là. Ça, c'est vraiment la ville de New York. Mais en fait, ce qu'on remarque très bien sur une carte comme ça, c'est que la ville, elle continue autour. Et donc ce qu'on compte en géographie, c'est l'ensemble, c'est ce qu'on appelle l'agglomération. Et c'est plutôt ça qui fait sens. Et l'agglomération de New York, c'est 22 millions d'habitants. Pour vous donner un ordre d'idée, Paris, c'est 12 millions. Et justement, Paris, alors j'ai pas le temps de faire tout ça maintenant, mais la ville de Paris vraiment intramuros, ce qu'on appelle techniquement Paris, c'est 2 millions d'habitants, mais en fait l'agglomération parisienne, c'est-à-dire quand on ajoute toutes les banlieues, c'est à peu près 12 millions. Donc vous voyez, New York, c'est nettement plus gros qu'une ville comme Paris. Donc ça, c'est la première chose, c'est le poids démographique de la ville. Deuxième aspect, ce sont les activités économiques et la présence de grandes entreprises. Alors, pour l'économie, un des indicateurs qu'on utilise en géographie et que vous pouvez noter, hein, globalement, il faut noter ce que j'ai mis sur les diapos, hein, c'est le PIB. Le PIB en 2018 de la ville de New York était 1413 milliards de dollars. Alors, c'est un chiffre, quand on le prend comme ça, qui ne veut pas dire grand-chose. Je trouve qu'une bonne manière de se rendre compte à quel point c'est élevé, c'est de regarder ce classement. Ça, c'est un classement très intéressant puisqu'il prend le PIB et il met dans le classement à la fois des pays, mais aussi des villes. Et si on prend ça, alors c'est 2014, hein, c'est pour ça que les chiffres sont un peu différents. Si on prend ce classement, on se rend compte que New York, si on le classe en même temps les villes et les pays, serait à la 19e place. Et on se rend compte que par exemple New York est plus riche que des pays comme l'Australie, la Thaïlande, le Nigeria, la Pologne, le Pakistan, etc. Et surtout qu'elle n'est pas très loin derrière des pays comme la Turquie, l'Espagne, le Canada ou l'Arabie Saoudite. Puisque là, sur ce classement, elle était à 1334 milliards de dollars de PIB, alors qu'un pays comme le Canada est à 1521. Donc ça nous montre que ce PIB, c'est énorme en fait. Pour une ville, ça représente une création de richesse extrêmement importante. Deuxième critère qu'on pouvait utiliser possible hein, pour les activités économiques, c'est la présence de grandes entreprises. Vous aviez cette carte dans le manuel. Le manuel permettait de répondre à quasiment toutes les questions, il me semble. C'est ce qu'on appelle les sièges sociaux de très grandes entreprises qui sont très connues et qui sont elles-mêmes mondialisées. Alors le siège social, c'est un peu, si vous voulez, c'est le bâtiment qui sert d'adresse officielle à l'entreprise et c'est là où il va y avoir les bureaux et c'est là que les décisions centrales sont prises. Donc là, vous voyez sur cette carte plusieurs très grandes entreprises connues, hein, alors que ce soit dans le domaine de la mode, avec Ralph Lauren, Calvin Klein, Foot Locker, dans les médias, CBS, NBC, etc., ou dans la banque, les finances, etc. Donc ici, l'idée, ce serait de retenir un ou deux exemples parmi toutes ces entreprises, hein, en disant que leur siège social se trouve à New York.
Dans le manuel, on vous évoquait également le nombre de startups, hein, il y en a plus de 7000, donc ça c'était une autre possibilité que vous pouviez avoir pour répondre à la question. Après le poids démographique et les activités économiques, il y avait les activités financières qui sont un peu différentes. C'est vraiment le secteur financier est un peu à part. Et là, pareil, le manuel vous montrait très bien que aux États-Unis et à New York, de manière précise, on trouve les deux premières bourses mondiales, donc New York Stock Exchange et la Nasdaq. Et tout ça fait de New York la première place financière mondiale. Et vous voyez ce graphique, il nous montre très bien que non seulement c'est les deux premières, mais en plus c'est les deux premières d'assez loin. Puisque si on ajoute les deux, parce qu'il y en a deux, on est à 35 milliards, alors que la deuxième au Japon, la deuxième bourse, est à 6 milliards. Donc c'est vraiment incomparable, hein. C'est vraiment beaucoup plus gros les bourses à New York. Et ça évidemment, c'est des bourses qui ont une influence mondiale. Et on s'en est bien rendu compte d'ailleurs au moment de la crise de 2008, hein, une crise aux États-Unis a une influence sur les autres pays. Vous aviez aussi un chiffre qui est assez intéressant, mais qu'on n'est pas obligé de retenir juste avant que je passe à la suite, c'est que on a un emploi sur 10, c'est ce que vous dit le manuel, hein, qui est lié au secteur de la finance. Alors, je ne sais pas comment a été calculé ce chiffre, mais en tout cas, on voit que ça représente quand même un nombre assez important d'emplois, très clairement, le secteur financier en général. Vous aviez ensuite les activités culturelles. Alors là, vous avez toute une double page du livre, donc vous avez beaucoup d'exemples possibles, donc j'en ai mis plein pour vous donner cette idée. On est ici vraiment dans un centre culturel de rang mondial. New York est un centre culturel qui est connu mondialement et qui a une influence mondiale. Vous avez plusieurs exemples qui montrent ça. D'abord, la ville est connue notamment parce qu'il y a des dizaines de films qui sont tournés dans New York. Vous avez dans le manuel un tableau qui donne une liste. Du coup, comme c'est une ville très connue, c'est aussi un pôle touristique majeur. J'ai mis le chiffre pour 2018, il y a 65 millions de visiteurs, c'est plus ou moins la population française, quand même, en un an. C'est la première ville étudiante également, et ça attire des étudiants étrangers qui veulent aller étudier à New York. Et enfin, c'est un centre artistique avec une influence mondiale. Alors, il y a plein d'exemples de ça, hein. Vous avez les galeries d'art, des musées, mais on peut aussi retenir cet exemple-là qui est évoqué dans votre manuel, hein. New York, c'est le lieu de naissance du rap. Dans les années 70, c'est là que se font vraiment les premiers balbutiements de ce style musical avant qu'il s'exporte dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce style est né à New York et est devenu mondialement connu, en fait. Ce qui nous montre bien l'influence mondiale de la ville de New York, justement. Cinquième critère, vous aviez le pouvoir politique, les institutions politiques. Alors là, il y a un exemple vraiment qu'il faut connaître, c'est que le siège de l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, se trouve à New York. Et donc on est bien, comme c'est une institution internationale, ça veut dire que vous allez avoir des représentants de énormément de pays du monde qui vont se retrouver à New York. Donc on est bien dans un lieu de gouvernance mondiale, avec une influence mondiale. Et on a choisi New York, on a choisi les États-Unis et New York aux États-Unis pour ce siège de cette institution qui est quand même une institution essentielle dans le fonctionnement du monde aujourd'hui. Et enfin, dernier critère, vous aviez les transports. Alors, il y en a beaucoup qui vont parler un petit peu des transports à l'intérieur de la ville. C'était pas vraiment ça qui joue dans le fait que c'est une ville mondiale, parce que, alors évidemment, c'est important d'avoir un système de transport qui fonctionne, mais pour l'influence mondiale, ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt ce qui permet de connecter la ville à l'espace qui l'entoure, et en l'occurrence, l'espace qui l'entoure ici, c'est le reste du monde. Et en particulier, ça va être ce que j'ai entouré sur cette carte qui est aussi dans votre manuel, c'est-à-dire les deux aéroports internationaux et le port, qui est le premier port de la côte Est, en tout cas, aux États-Unis. Ces éléments-là, les aéroports notamment et le port, permettent, et là c'est une définition importante qu'il faut que vous connaissiez, donc ce qu'il faut noter, c'est que ça fait de New York un hub. Un hub, c'est quoi? C'est le centre d'un système de transport qui concentre et redistribue les passagers ou les marchandises dans de nombreuses directions. Alors pourquoi j'ai mis cette photo qui n'a rien à voir, vous allez me dire? Parce qu'en fait, hub, en anglais, ça veut dire, ça vient d'un terme qui désigne le centre, le moyeu ici d'une roue. Et l'idée, en fait, c'est que
Pourquoi c'est un hub? Parce que si vous voulez aller d'un point à un autre, vous allez forcément passer par ce lieu central. Et donc quand vous voulez faire des trajets, vous allez passer par New York dans beaucoup de cas. Juste pour expliquer un tout petit peu, je vais passer assez vite, ça permet de passer d'un système qu'on appelle point to point. Donc là, vous voyez, en fait, si vous avez 4 lieux d'un côté, 4 lieux de l'autre et que vous voulez tous les relier, c'est assez complexe. En revanche, si vous avez un hub au milieu, ça simplifie beaucoup les choses puisque vous allez toujours passer par ce lieu central. C'est ça l'idée un peu, et c'est ça qui rend un hub important. Donc, en une phrase pour conclure cette première partie, ce qu'il faut noter, c'est que la ville de New York est une ville mondiale qui est au centre de la mondialisation. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même qu'on affine un petit peu notre analyse, et dans une deuxième partie, on va voir qu'il y a de très fortes inégalités. En fait, ce qu'on va faire ici, en géographie, ça s'appelle changer d'échelle. C'est-à-dire ici, on a étudié la ville de New York. Mais la ville de New York, comme on l'a vu sur les cartes, c'est quand même c'est très grand, et donc il y a des grandes différences. Donc en fait, on va changer d'échelle, c'est-à-dire changer de niveau de zoom. On va s'intéresser ici au quartier, et pas seulement à la ville dans son ensemble. Donc ce que vous pouvez noter, c'est que tous les quartiers de la ville ne sont pas autant intégrés à la mondialisation. Et ça, il suffit de reprendre les cartes que je vous ai déjà montrées pour s'en rendre compte. En fait, si on regarde que ce soit la carte des sièges sociaux, ou ici cette carte qui nous montre les fonctions de commandement, c'est-à-dire le siège de l'ONU, Wall Street, le centre d'affaires et ce qu'on appelle la Silicon Alley, c'est-à-dire là où il y a tous les sièges sociaux, on remarque que tout ça est concentré sur Manhattan, dans le quartier de Manhattan. Et même si on voulait affiner, on voit dans la partie sud de Manhattan. Mais bon. Et que les autres quartiers de New York ne sont beaucoup moins concernés en fait. Et ça, alors à l'exception bien évidemment des aéroports et du port, parce que c'est des infrastructures qui demandent beaucoup de place, on ne peut pas les mettre au milieu de la ville. Et ça nous montre, donc ce que vous pouvez noter, hein, c'est on observe que les activités qui font de New York une ville mondiale sont concentrées dans le quartier de Manhattan. Et donc finalement, pour le dire autrement, hein, quand on dit que New York est une ville mondiale, c'est vrai. On dit que New York est au centre de la mondialisation, c'est vrai, mais en fait c'est encore plus vrai de dire que c'est Manhattan qui est vraiment au centre de la mondialisation. Donc ça c'est la première chose importante à noter. Deuxième chose importante, c'est que de manière plus générale, la ville elle est marquée par de très très fortes inégalités. Là je vous ai mis une carte. En gros, plus c'est foncé, plus le revenu médian annuel est élevé. Et on voit qu'il y a quand même d'énormes différences, et en particulier entre ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire Manhattan, et en particulier à partir de Manhattan, on voit que ici on est dans la tranche maximale de richesse, alors que le quartier qui est au nord, le Bronx, est quand même beaucoup plus pauvre, puisque vous avez beaucoup de zones qui sont en très très clair. Je vous ai mis ici la moyenne, hein. Le Bronx, la moyenne, le revenu médian annuel est à 34 388 $, alors que la moyenne pour New York est de quasiment 70 000. Donc en fait, si on arrondit, c'est 2 fois plus pauvre, c'est ce que j'ai marqué là, hein. Le quartier du Bronx est 2 fois plus pauvre que la moyenne de New York. Et alors ça a une conséquence importante. Ce qu'il faut noter également, c'est que comme la ville est attractive, les loyers sont de plus en plus chers, et ça repousse les populations pauvres en périphérie, dans des quartiers justement plus pauvres. Ça, c'est ce qu'on appelle la gentrification. C'est une autre notion importante. C'est un phénomène qui se produit beaucoup dans les grandes villes, hein, comme c'est souvent le centre des villes qui devient de plus en plus attractif, c'est de plus en plus cher, et ça repousse en fait les populations pauvres en périphérie. Donc là par exemple, on n'a pas le temps de détailler ça, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir que même dans le quartier pauvre du Bronx, ça commence à se produire, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers, des morceaux dans le Bronx qui sont de plus en plus chers et qui obligent les gens qui y vivaient à déménager, à aller plus loin parce que ça devient trop cher pour eux. Et donc pour conclure sur ce point-là, ce qu'il faut noter, c'est que toute la population ne profite pas du statut de ville mondiale de New York. Et enfin, pour terminer cette partie et ce chapitre,
j'aimerais juste qu'on élargisse un tout petit peu. New York, c'est un exemple de ville mondiale. Il y en aurait d'autres, notamment Londres et Paris, qui sont considérés comme des villes mondiales et qui connaissent des phénomènes assez proches de ce qu'on a vu pour New York, avec évidemment des spécificités, mais on retrouverait les principaux critères, on retrouverait évidemment l'inégalité entre les quartiers, entre des populations pauvres et riches. Donc vous pouvez retenir, hein, il existe d'autres villes mondiales aux caractéristiques similaires, comme Londres ou Paris par exemple. Voilà pour ce premier chapitre. Vous prenez ça en note, vous m'en déposez votre prise de notes sur Pronote et on poursuivra sur la géographie la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine.